Qui est le premier tueur en série de France? En tout cas, celui qui est souvent présenté comme tel. Si vous voulez le savoir et tout connaître des actes de ce joyeux gaillard, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans l'antre de l'apprentivore, la chaîne où la science rencontre l'humour. Aujourd'hui, nous allons examiner le cas de Martin Dumolard, qui est souvent considéré comme le premier tueur en série de France. Bon, c'est une appellation qui dépend un peu de la vie de chacun. Dumolard ayant vécu au XIXe siècle, il est clair qu'il y en a eu d'autres avant lui, notamment Gilles de Rais, dont je parlerai dans une autre vidéo. Certains donnent également ce titre à un certain Joseph Vacher, dont je parlerai également bientôt. Mais les meurtres de Vacher ont eu lieu plus de 30 ans après ceux de Dumolard. Donc, nous allons retracer l'histoire de ce charmant jeune homme. Enfin, pas si charmant et pas si jeune que ça, finalement. Nous verrons ce qu'il a bien pu commettre et comment on l'a démasqué et comment il a fini. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vous dévoilerai une anecdote sur notre Dumolard qui, bien malgré lui, a apporté sa contribution à la science. Et je vous expliquerai aussi comment, grâce à cette contribution, on peut arriver à identifier certaines victimes. Alors, si vous voulez en savoir toujours plus, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, Martin Dumolard est né le 21 avril 1810 à Hamoy, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, dans l'Inde. Il est le fils d'un immigré hongrois qui a fui son pays suite à des actes pas très légaux. Bon, c'est un criminel recherché, quoi. Alors notre bon Pierre Dumolard, le père, arrive donc en France et y trouve une épouse. De cette union magnifique, style Robin des Bois et Marianne, le bandit et la jeune jouvencelle, naît notre bon Martin Dumolard. Il aura un frère, Raymond, mais qui décidera en bas âge, et les villageois décideront d'appeler Martin Raymond. Pourquoi? Ouais, voilà. Alors, quand Martin est petit, pas de chance, les troupes austro-hongroises arrivent dans l'Ain. Et notre Pierre Dumolard a peur d'être connu. Bon, faut dire qu'avec un nom pareil, la vie commence déjà mal. Je pense que le terme Molard est connu dans plusieurs pays francophones. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un crachat. En plus, son passé criminel doit être assez important s'il a peur d'être reconnu par des soldats qui ont vachement autre chose à faire que de rechercher le voleur du pain du coin. Voilà donc la petite famille qui part pour Padoue. Mais là, pas de chance encore. Il y a aussi des troupes austro-hongroises. Et là, il est reconnu. Il est arrêté et condamné à mort par écartèlement. C'est clair que ce qu'il a pu faire en Hongrie, ça ne devait pas être très gentil, parce que l'écartèlement, c'est quand même réservé à des crimes très graves, genre régicide par exemple. L'histoire raconte que Martin et sa mère ont dû assister à l'exécution, ce qui n'est pas tellement recommandé pour le développement psychologique d'un enfant de 4 ans. Il y a plus drôle comme activité de vacances en Italie qu'un écartèlement. La mère de Martin mourra elle-même en 1842 dans la pauvreté, sur le temps que Martin est réfugié à Lyon suite à quelques larcins qu'il a déjà commis. Alors notre Martin, il n'est pas forcément gâté par la nature, tant dans la vie que par son physique. Le voilà. Donc il est assez loin de l'idée qu'on peut se faire de la beauté. On va dire qu'il est même carrément affreux. Cependant, il trouve quand même une épouse du nom de Marianne Martinet. La voilà. Bon, quand on voit sa tête à elle aussi, on comprend mieux. Martin commencera sa vie comme berger, puis sera domestique au service d'un noble local, et ensuite il vivra de mendicité et de quelques menus larcins. Et enfin, quand il se marie avec la magnifique beauté que nous venons de voir, il s'installe dans une maison isolée de la commune de Dagneux, à quelques 20 km de Lyon. Alors de quoi est-ce qu'ils vivent à ce moment-là? Le voisinage ne sait pas trop. Ils ne cultivent pas, ils ne commercent pas, alors le village ne sait pas exactement de quoi ils vivent, et franchement, comme on les voit pas beaucoup, je pense que les gens s'en cognent. Et bien pourtant, nos deux tourtereaux ont trouvé un système relativement lucratif. Quand l'argent vient à manquer, Martin part en Lyon, où il aborde des jeunes femmes de petites conditions, en se faisant passer pour un employé de maison envoyé par son maître pour recruter une nouvelle domestique. Il promet des gages élevés et donc finit toujours bien par en convaincre une. Il lui propose alors de l'accompagner chez son maître. Il invite la jeune fille à réunir tous ses biens pour le voyage. Faut prévoir,
Il la conduit alors à travers un chemin au travers des bois, et lorsqu'ils sont en dehors de la civilisation, il l'agresse et l'étrangle. Ah, certains arriveront à s'échapper, mais d'autres ne survivront pas. Notre sympathique Martin en profitera également pour en violer quelques-unes. Certaines avant la mort, certaines après, peu importe, il n'est pas difficile, notre Martin. Notamment une certaine Marie Eulalie Bussode, que Martin violera avant de l'enterrer vivant. Regarde. Et Martin en profite pour dérober tous les biens de ses victimes. Même quand elles arrivent à s'échapper, il récupère quand même une bonne partie de leurs effets. Sa femme et lui n'ont plus qu'à aller revendre les vêtements sur les marchés locaux. Ça ne leur rapporte pas des fortunes, mais ça leur permet de vivre en attendant la prochaine victime. Il y aura bien une enquête sur plusieurs de ces victimes. Elles aboutiront bien à quelques arrestations, dont celle d'un certain Jacques Verger, qui restera en prison 3 mois avant d'être disculpé. Toujours plaisir. Voilà, sympa pour le gars. Ou d'un autre, nommé Martin Maurian, mais qui était déjà en prison au moment où a été commis le crime dont on l'accuse. Donc, ça quoi. Alors, tout ce petit jeu aurait pu durer assez longtemps si Molard n'avait pas abordé, le 28 mai 1861, une certaine Marie Pichon. Ils ont vraiment des noms un peu spéciaux. Hein. Cette fois, il se présente comme étant le jardinier d'une bourgeoise des environs et il est chargé de recruter une servante. Il propose une somme de 250 francs l'année comme gage, avec le logement et la nourriture. Ce qui, pour l'époque, est une somme quand même relativement conséquente. Marie hésite. Et bien qu'elle ne soit pas totalement naïve, et que l'homme lui déplaise cordialement, difficile quand on voit sa tronche, l'offre est quand même très intéressante et elle finit par accepter. Et voilà notre Marie partie sur les routes avec notre joyeux troubadour de Martin. Le trajet est plus long que prévu, et elle qui espérait arriver avant la nuit, voilà qu'elle commence quand même tout doucement à s'inquiéter. Elle continue quand même à suivre Molard, qui malgré tout porte sa malle qui est quand même bien lourde, et qui contient tous ses biens. Il s'engage alors sur un chemin de forêt et la nuit commence à tomber. Et là, Marie, elle commence à se dire qu'elle est au milieu de nulle part, en pleine nuit, avec un homme hideux qu'elle ne connaît pas. Molard fait alors une pause en déposant la valise de Marie sur le sol. Cette fois, elle prend vraiment peur. Elle sent bien que quelque chose de louche se prépare. En effet, après avoir repris un peu son souffle, Martin se rue sur elle et tente de l'étrangler. Mais elle se débat. La peur la galvanise. Elle se dit bien que l'homme veut la tuer et s'emparer de ses affaires. Elle arrive à se libérer de l'étreinte de ce farfadet puant et elle court dans la forêt, sans se retourner. Mais elle entend bien le souffle de Molard derrière elle. Elle accroche et déchire sa robe. Elle se griffe les jambes aux épines. Mais elle continue, se disant qu'elle est jeune et que l'homme doit avoir la cinquantaine. C'est peut-être sa chance de pouvoir lui échapper. Finalement, elle n'entend plus le souffle de Molard. Mais elle trébuche et elle tombe. Ne sachant pas si le monstre est toujours derrière elle, elle utilise ses dernières forces pour se relever. Et là, elle aperçoit ce qu'elle croit être un bâtiment en ruine. Elle s'approche et s'aperçoit qu'il y a une lumière à une des fenêtres. C'est une ferme. Elle tambourine à la porte en espérant qu'on lui ouvre. C'est sans doute sa dernière chance. Finalement, la porte s'ouvre sur un homme tout inquiet. Il regarde cette jeune femme, presque hystérique, les vêtements en lambeaux et le visage meurtri. La fait rentrer, la réconforte et lui demande des explications. Marie explique tout son cauchemar. Le fermier, un dénommé Joli, ça change, décide alors de prévenir le garde champêtre. À la description que fait Marie de son agresseur, le garde champêtre est presque certain de reconnaître Molard. Il part immédiatement prévenir le juge d'instruction Genot, qui ordonne l'arrestation de Molard le 2 juin 1861. Une première confrontation entre Martin Pichon et Martin Molard a lieu le lendemain et Marie reconnaît immédiatement son agresseur. Faut dire que c'est pas facile de le rappeler. L'enquête établit très vite qu'un des motifs des agressions et des meurtres est le vol de tissus et d'habits, car une perquisition au domicile des Molard permet de découvrir quelques 1250 effets et vêtements ayant appartenu à des femmes. L'enquête va également permettre d'identifier d'autres victimes de Molard, sur lesquelles le juge Genot avait déjà enquêté, mais sans trop de succès. L'épouse même de Molard, la charmante Marianne Martinet, l'a accusé de certaines agressions dont il se prétendait innocent. Ça, pas l'épouse. Enfin, voilà. On retrouvera des corps et on pourra faire le lien avec
d'autres affaires non élucidées. Au total, le juge Penaud retiendra une dizaine d'agressions et 3 meurtres. Mais il serait possible que Mollard ait assassiné une cinquantaine de femmes. Le procès a finalement lieu du 29 janvier au 1er février 1862 et la sentence tombe. Martin Mollard est condamné à mort et son épouse à 20 années de prison pour complicité. Elle mourra d'ailleurs dans sa prison en 1875. Dumollard apprend le 27 février 1862 que son pourvoi en cassation est rejeté. En effet, les avocats commis d'office n'ont même pas déposé de mémoire. On l'informe aussi du mode d'exécution qui sera la guillotine. Auquel il aurait répondu « J'aime mieux ça que d'être comme mon père et écartelé sur une route tout en étant tiré dans tous les sens par des chevaux. » Le 7 mars 1862, il est conduit à l'échafaud. On lui offre le dernier verre du condamné, un Madère. Il s'entretient une dernière fois avec l'aumônier de la prison qui lui aurait dit « Courage, vous allez dîner avec les anges du banquet éternel. » Et auquel Dumollard aurait répondu ironiquement « Passez donc devant, monsieur le curé, vous ferez mettre le couvert. » Voilà, petite note d'humour avant l'échafaud. Il est exécuté vers 7 h du matin devant une foule de plus de 5000 personnes. Ainsi se termine la carrière de Martin Dumollard, qu'on pourrait dire est l'étrangleur de Bonn. Alors, la petite anecdote dont je vous parlais en début de vidéo, qui a permis à Dumollard de faire progresser la science, c'est celle-ci. Après l'exécution, le corps est enterré dans un endroit indéterminé, encore qu'on soupçonne un peu le cimetière, mais bon. Sa tête, par contre, est envoyée à l'école de médecine de Lyon. Là, plusieurs expériences sont pratiquées pour essayer de comprendre le comportement criminel, mais à l'époque, c'est bof. On ne découvre rien de particulier. La tête est alors abandonnée et oubliée jusqu'au milieu des années 1980, où 3 chercheurs lyonnais l'utiliseront pour valider une technique de reconstruction faciale à partir de la seule structure osseuse qu'ils viennent de mettre au point. Et la comparaison avec les photos d'époque va valider leur méthode. Celle-ci est efficace et permet de reconnaître quelqu'un simplement à partir de son crâne. Comme quoi, un violeur et un tueur de femmes a quand même pu faire progresser la science. À noter encore une petite remarque concernant cette fameuse reconstruction faciale. Qu'est-ce qu'en est-il de la pilosité? En effet, quand on a le crâne, comment est-ce qu'on peut déterminer la couleur des cheveux, la coiffure, la barbe, etc. Et bien en fait, on tape dedans. Enfin, non, pas tout à fait. Mais on ne peut rien savoir de la pilosité rien qu'avec le crâne. Alors, soit on se base sur l'époque et sur ce qu'on sait de cette époque. Donc si quelqu'un est mort à l'époque romaine, au Moyen-Âge, on va essayer de se baser sur les us et coutumes qui étaient à cette époque-là pour déterminer un peu si la personne aurait pu être barbue, des longs cheveux, une tresse, etc. Donc, on estime. Dans le cas d'un décès plus récent, quand on essaye d'identifier vraiment une victime, on va se baser sur les personnes disparues, correspondent au lieu où a été découvert le corps, à sa morphologie, etc. Donc, toute personne disparue qui pourrait bien correspondre avec le crâne qu'on vient de trouver. Le crâne ou le reste du corps. Il faut au moins le crâne. Et là, donc, on va appliquer à la reconstruction ce qu'on sait de la personne quand elle a disparu. Donc, si elle avait une barbe, qu'est-ce qu'elle avait comme couleur de cheveux, qu'est-ce qu'elle avait comme couleur d'yeux, etc. Et à ce moment-là, on va voir si, en effet, il y a des chances que le crâne qu'on a récupéré appartient bien à la personne disparue. C'est donc ainsi qu'on procède pour attribuer une certaine pilosité à une reconstruction faciale qu'on vient d'effectuer. Et voilà donc l'histoire de celui qu'on qualifie souvent de premier tueur en série de France. Si vous avez apprécié ce récit, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des remarques ou des commentaires, vous pouvez les laisser ici en bas. Et bien sûr, pensez à vous abonner, car je publie du nouveau contenu toutes les semaines. Au revoir, à bientôt, ciao!